Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument de la littérature française, Illusion perdue d'Honoré de Balzac. C'est une histoire immense, une fresque incroyable sur l'ambition, le talent et tous les pièges d'une société en pleine transformation. Au fond, tout le roman tourne autour de cette question. Ça coûte quoi, vraiment, de réussir? Quel est le prix du succès? C'est une interrogation qui, on va le voir, n'a pas pris une seule ride. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir au début. Tout commence loin de Paris, dans la ville d'Angoulême. C'est là que vivent deux amis très proches, mais qui ont des rêves qui partent dans des directions complètement opposées. On a d'abord notre protagoniste, Lucien. Il est jeune, il est beau, il est poète, et pour lui, c'est une certitude. Son talent, c'est son ticket d'or pour quitter sa petite vie de province et aller conquérir la capitale. Et en face de lui, il y a son meilleur ami, David. Lui, c'est tout le contraire. Il a les pieds sur terre, c'est un inventeur de génie qui croit au travail, à la patience et qui veut accomplir quelque chose de concret, loin de la gloire qui ne dure que 5 minutes. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment Balzac oppose ces deux visions du succès dès le départ. D'un côté, on a l'ambition de briller, de paraître, et de l'autre, celle de construire quelque chose de solide, de vrai. Alors comment Lucien arrive-t-il à Paris? Eh bien, grâce à sa protectrice, Madame de Bargeton. C'est une noble de province qui voit en lui l'artiste maudit. Elle idéalise complètement sa situation et elle jette de l'huile sur le feu de son ambition avec des phrases comme celle-ci, sans avoir la moindre idée de ce que cette lutte glorieuse va vraiment lui coûter. Et donc, nous y voilà. Lucien débarque à Paris, complètement aveuglé par ses illusions. Il est persuadé, mais alors vraiment persuadé, que la ville n'attend que lui et son génie. Au début, tout semble magique. Il entre dans les fameux salons parisiens, ce monde scintillant dont il a tant rêvé, encore convaincu que son talent est la seule chose qui compte. Sauf que le retour à la réalité est violent. Il va comprendre très, très vite qu'à Paris, l'art est un produit comme un autre, et que le succès obéit à des règles du jeu bien plus cruelles. Et la douche est glaciale. Lucien apprend à ses dépens que ce qui compte à Paris, ce n'est pas son talent, c'est son nom, son argent, son apparence. On le juge sur son vrai nom, Chardon, fils de pharmacien. Et le pire, c'est que sa protectrice, Madame de Bargeton, le lâche sans ménagement pour sauver sa propre réputation. Et voilà notre Lucien, seul, sans argent, au pied du mur. Et c'est là qu'il va devoir faire un choix qui va sceller son destin. À ce moment-là, deux chemins très différents s'ouvrent à lui, deux mondes qui s'affrontent à Paris, avec chacun ses propres valeurs. D'un côté, il est accueilli par le Cénacle. C'est une sorte de confrérie d'artistes, des vrais. Ils n'ont pas un sou, mais leur richesse est ailleurs, dans leurs idéaux, leur amitié et leur dévotion absolue à l'art véritable. Et de l'autre côté, il y a le journalisme. Et là, c'est l'autoroute vers tout ce dont il rêve. L'argent facile, le pouvoir, la célébrité instantanée. Bien sûr, ses amis du Cénacle le voient venir de loin. Ils le préviennent, ils le supplient presque. Pour eux, le journalisme, c'est une force qui corrompt tout. C'est la tombe, comme ils disent, de son âme d'artiste. Et ce tableau, il résume parfaitement son dilemme. C'est le choix entre la gloire éternelle mais difficile de l'art et le pouvoir immédiat mais complètement superficiel du journalisme. Lucien fait son choix. Et au début, on a vraiment l'impression qu'il a gagné. Il plonge tête la première dans le monde du journalisme. Et ça marche. Le succès est fulgurant. Il devient un critique redouté, influent, capable de faire et défaire les réputations. Mais ce succès a un goût amer. C'est un poison lent qui le ronge. Petit à petit, il sacrifie tout ce qui faisait sa valeur. Il vend sa plume, il trahit ses amis les plus chers, il renie son propre talent et au final, il se trahit lui-même. Et forcément, après une montée aussi rapide, la chute est vertigineuse. Il perd tout et il est obligé de rentrer chez lui, à Angoulême, complètement humilié et à pied. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire tragique? Quelles sont ces fameuses illusions perdues dont parle le titre? Eh bien, il y en a plusieurs. C'est l'illusion que le talent, seul, peut suffire. C'est l'illusion qu'on peut vendre son âme sans jamais avoir à payer l'addition. C'est l'illusion que l'amour peut résister à tout. Au fond, ce livre est une critique incroyablement puissante d'une société où tout s'achète et tout se vend. Et ce qui est fou, c'est que cette histoire, écrite il y a presque 200 ans, nous parle directement. À l'heure des réseaux sociaux, de la célébrité en 15 secondes, la question de Balzac est plus pertinente que jamais. Et elle nous est renvoyée en pleine figure. Quelles sont les illusions que nous sommes, nous aussi, en train de perdre aujourd'hui?